Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle édition de Sénat 360. Voici les titres. La clause de conscience spécifique à l'IVG revient dans le débat. Les sénateurs socialistes emmenés par l'ancienne ministre Laurence Rossignol estiment que cette clause est une menace insidieuse pour les droits des femmes. Une proposition de loi a été déposée pour la supprimer. On en parle dans cette édition. Vers une commission d'enquête parlementaire sur la pédophilie dans l'Église, des élus lancent un appel dans Témoignages chrétiens pour la création d'une enquête indépendante sur les abus sexuels dans l'Église française. Objectif notamment avoir accès aux archives des diocèses. On en parle dans un instant. L'heure du bilan pour Parcoursup, 955 lycéens sont toujours sans affectation, mais ils font l'objet d'un suivi particulier. Déclaration de Frédérique Vidal, la ministre de l'Enseignement supérieur. Quant à ceux qui ont obtenu une réponse positive, ils font parfois face à une orientation subie. Analyse à suivre. Et je vous rappelle que vous pouvez réagir sur Twitter avec le hashtag Sénat360 pour m'accompagner cet après-midi pour les réactions des sénateurs à l'actualité. On retrouvera Tam Tranui depuis la salle des conférences du Sénat dans notre multiplex. Mais avant de développer tous ces titres, à la mort de Charles Aznavour, le chanteur s'est éteint à l'âge de 94 ans. La bohème, la mama, je me voyais déjà autant de titres qui ont fait de lui l'ambassadeur incontournable de la chanson française à l'étranger. La presse unanime salue la disparition d'un grand monsieur. En mai 2011, il avait suivi, vous le voyez sur ces images, dans l'hémicycle du Sénat, les débats sur la question de la pénalisation du génocide arménien. Et on va retrouver Tam Tranui, salle des conférences, pour une première réaction à cette disparition, la disparition de cet immense artiste. Tam, vous êtes avec le sénateur socialiste David Assouline. Oui, effectivement, David Assouline, l'émotion est très vive alors que on a appris en début d'après-midi la disparition de Charles Aznavour. Qu'est-ce que vous retiendrez de lui, de cet immense artiste? C'est un monument de la chanson française. J'ai l'impression que tous les sentiments que l'on peut avoir, il les a exprimés. Quand on est mélancolique, quand on veut exprimer de la tendresse, quand on est envahi par les sentiments que peuvent avoir les exilés, l'amour. Il nous accompagne. D'ailleurs, il ne va pas mourir pour la grande majorité des Français qui ne l'ont jamais rencontré physiquement, mais qui vivent avec. Et ça fait longtemps, ça fait des décennies, et donc ça va durer. C'est éternel. Donc voilà, il est éternel par sa chanson. Il y a 2 semaines à peine, j'ai pu le voir, puisqu'il était à la réception que le président de la République avait offert au futur empereur du Japon. Il était là à table. Il revenait d'une tournée au Japon, là, oui, et voilà, donc je l'ai vu il n'y a pas longtemps. Il était comme à chaque fois, quand on le voyait dans les repas des Arméniens, etc. Il avait l'air invincible, petit, très vif, à regarder à tout le monde. Voilà, je garde un souvenir très ému de lui, et en même temps, j'ai l'impression que de toute façon, il continuera à m'accompagner. Très universel. Oui, il laisse un immense patrimoine à la chanson française. C'est aussi dû au métissage musical qu'il y avait dans ces chansons. Oui, une carrière aussi mondiale de ce fait. D'abord parce qu'il a exprimé l'universalité des sentiments humains. Et donc, il parlait à tout le monde. Et puis, il a su faire, créer, et dans tous les genres musicaux. Il était adoré au Maghreb, il était adulé au Japon, et depuis les années 60. Au Japon, par exemple, en Russie, il était le chanteur français, et pourtant il chantait tout le genre humain, tous les genres musicaux. C'est vraiment un monument de la chanson française. Et puis voilà,
peut-être plus tard dans sa vie, il a commencé à être plus militant. Oui. Il disait qu'il n'avait pas l'âme d'un militant pour la liberté d'Arménie. Oui, on se rappelle ici au Sénat de sa présence dans l'hémicycle, son combat pour la reconnaissance du génocide arménien. Oui, et je pense que c'était la voix la plus forte dans le monde pour cette reconnaissance. Qui j'espère un jour sera là comme une évidence pour tout le monde. La négation d'un génocide, c'est ce qui peut meurtrir le plus les descendants de ceux qui l'ont vécu, mais l'humanité tout entière, parce que ça veut dire qu'elle peut recommencer si elle ne reconnaît pas ce qui s'est passé. Et je crois qu'il a été le principal ambassadeur de cette cause-là. Voilà, voilà, c'était pas un politique, c'était pas un militant, mais il disait des choses si justes. Il incarnait une fraternité, une tendresse, un œil bienveillant sur l'humanité. J'ai réécouté là plusieurs chansons et celle qui est un peu son autobiographie, qui raconte ses premiers pas avec ses parents à Paris, rue Monsieur le Prince. Quelques mètres d'ici. Voilà. Raconte la condition de ces exilés qui avaient l'accent, qui parlaient et en russe et en arménien, et qui pourtant, voilà, lui, c'est le plus grand français, finalement, un des plus grands français, par cette universalité de son message, de sa musique, de ses chansons. Bien, merci beaucoup David Assouline d'avoir répondu à mes questions. Merci à vous, Tam, pour cette première réaction en direct. Y aura-t-il une commission d'enquête parlementaire sur la pédophilie dans l'Église? Un appel a été lancé par un groupe de personnalités, parmi lesquelles des sénateurs, pour une enquête indépendante sur les abus sexuels dans l'Église en France, afin que le pays commence à rattraper son retard. Héloïse Grégoire. L'appel émane de cet hebdomadaire Témoignages chrétiens. Près de 5000 personnes ont déjà signé cette pétition, parmi elles plusieurs personnalités catholiques ou politiques. En tête, Laurence Rossignol, Marie-Pierre de la Gontrie ou encore André Gattolin et Jean-Pierre Sueur. Tous demandent la création d'une commission d'enquête parlementaire pour faire toute la lumière sur les crimes de pédophilie au sein de l'Église catholique française. Le scandale ne cesse de ressurgir, aussi bien en France qu'à l'étranger. Donc d'une certaine façon, ça feuilletonne. On voit que l'Église a la plus grande peine à faire la vérité sur elle-même. L'Église, c'est une institution très importante dans la République. Et elle n'échappe pas aux lois de la République ni au regard de la représentation nationale. Est-il vraiment possible pour les sénateurs et les députés d'auditionner des évêques ? Pour Marie-Noëlle Linnemann, c'est le rôle d'une commission d'enquête. Le ciblage d'une commission d'enquête n'est pas du tout pour traiter des cas individuels, mais permettre d'abord aux victimes, notamment celles qui sont touchées par la prescription, de témoigner, mais comme toutes les structures ou institutions du pays, d'être en situation d'être sûr que nos concitoyens sont bien défendus, que rien n'est caché, que des crimes et des douleurs comme celles qu'ont vécues les victimes, elles soient reconnues, elles soient traitées et par ailleurs qu'elles ne se reproduisent plus. Actuellement, il serait difficile d'évaluer le nombre de victimes de pédophilie dans l'Église. Mais selon le président de la Conférence des évêques de France, cela concernerait 1% des prêtres. Et pour en savoir plus sur cette création d'une commission d'enquête parlementaire, l'article de François Vignal sur publicsénat.fr. On continue les réactions au Sénat avec vous, Tam Trani, aux côtés du sénateur La République En Marche des Hauts-de-Seine, André Gattolin. Il est signataire de cet appel. André Gattolin, tout d'abord, un mot sur les raisons qui vous ont poussé à signer cette pétition lancée par Témoignages chrétiens pour lancer une commission d'enquête parlementaire sur la pédophilie dans l'Église. Je crois que le problème se pose aujourd'hui au niveau international. Beaucoup de pays ont été concernés par ce sujet et de manière tout à fait significative. L'Australie, l'Irlande, le Chili, les États-Unis, le Canada. Et il paraît bon aujourd'hui qu'il y ait une commission qui permette de tracer l'importance du phénomène. Il ne s'agit pas de juger ou de se substituer aux juges, parce que dans de nombreux cas, on tombe sous... Bien sûr, les interférences
différence entre l'enquête judiciaire et justement une enquête oui, parlementaire. Oui, puis il y a des choses qui ne sont plus relevables du droit aujourd'hui, vu la période où sont déroulés les faits. Mais je crois qu'il est absolument important que ce phénomène de transparence, qui a été initié par des chrétiens et des catholiques indiscutables en la matière, puisse avoir une réponse, parce que je crois que c'est la confiance dans nos institutions, y compris dans nos institutions religieuses et l'Église catholique en elle-même, qui est en cause aujourd'hui. Est-ce que c'est une position personnelle ou est-ce que votre groupe est d'accord là-dessus? Et est-ce que votre groupe serait favorable pour lancer une initiative, une commission d'enquête? Alors, à l'origine, c'est une initiative personnelle, même si j'ai retrouvé des collègues de l'Assemblée nationale, comme mon ami député La République En Marche, Jacques Maire. J'en ai parlé à mon président de groupe, qui trouve que c'est une bonne initiative, et nous allons réfléchir à la meilleure méthode pour le faire. Parce que je ne suis pas favorable à ce qu'il y ait deux commissions d'enquête, une à l'Assemblée nationale et au Sénat. On a vu récemment tous les problèmes que ça pouvait poser. Sur l'affaire Benalla, pour ne pas la citer. Voilà. Idéalement, d'ailleurs, rien n'interdit les deux chambres de se mobiliser. Ce qu'il faudrait, c'est qu'on puisse trouver une coordination, voire même initier un système de procédure de commission d'enquête commune. À mon sens, serait beaucoup plus d'intérêt et de valeur pour ce type de travail. Alors, autre actualité, André Gattolin, le lancement de la campagne pour les européennes. Vous êtes très investi en la matière, alors que votre parti lance également la Grande Marche en Europe. Quel est votre objectif à travers toutes ces initiatives, et au niveau du territoire français, puis en Europe? L'idée, c'est que nous pensons que l'Europe est le cœur de la sortie de la crise et du maintien de notre pays dans son rang international. Donc, évidemment, nous faisons campagne en France avec nos propres listes, et là nous avons lancé l'ouverture des listes de manière très très large lundi dernier, place d'Italie à Paris. Nous entendons aussi nous mettre en position déterminante au sein du Parlement européen, qui aujourd'hui détermine aussi la composition de la Commission. Donc il faut se battre en même temps au niveau des pays européens. Et la semaine passée, Christophe Castaner, avec 7 autres responsables politiques de 7 autres pays d'Europe, a lancé un appel pour cette Europe du progrès contre les nationalismes, mais aussi une Europe qui soit à l'écoute des citoyens, parce que tout ne fonctionne pas parfaitement. Il faut entendre nos différences. Et donc c'est une base, une plateforme de dialogue que nous lançons pour élaborer ensemble des objectifs communs. Parmi les sujets qui vous tiennent très à cœur, il y a également la question de la taxation des GAFA. La taxation des GAFA, mais d'une manière plus générale, comment nous sommes en mesure aujourd'hui ou pas de doter l'Union européenne d'une politique industrielle dans ce domaine de l'Internet et des nouvelles technologies qui sont accaparées aujourd'hui par les géants du net américains, avec une concurrence chinoise et où nous avons peu d'acteurs. Et c'est tout le sens de l'appel du président de la République à la Sorbonne, il y a un peu plus d'1 an, c'est de constituer aussi une sorte d'agence pour ces technologies, ces innovations de rupture qui permettraient à la France, dans des domaines qui sont stratégiques, y compris pour notre souveraineté, d'avoir les moyens de rattraper notre retard. Emmanuel Macron qui a d'ailleurs fait part de sa volonté de s'investir directement dans la campagne des européennes. Bien, merci beaucoup André Gattolin d'avoir répondu à mes questions. Merci à vous, Tam, pour cette réaction. Et justement, vous venez d'en parler. Les partis politiques se mettent en ordre de bataille pour les élections européennes. Elles auront lieu en mai 2019. Alors hier, Emmanuel Macron a exprimé son intention de s'impliquer directement dans la campagne. Il promet une liste, je cite, la plus large possible, une sorte de plateforme centriste pour contrer une vision anti-UE. Quentin Calmé. À 8 mois des élections européennes, dans tous les partis de l'échiquier politique français, on fourbit ses armes et l'on rentre en ordre de bataille. La République En Marche, qui mise gros sur cette élection, entend profiter des prochains mois pour affiner son programme et sa stratégie d'alliance à l'échelle du continent. Objectif, trouver des partenaires avec qui siéger à Bruxelles et à Strasbourg. Prochaine échéance, le 15 novembre, avec la clôture des appels à candidature pour désigner une tête de liste. Au Parti socialiste, priorité au programme. Dans les prochaines semaines, le PS doit s'entendre sur la ligne politique à défendre avant un vote dans les sections et un conseil national le 13 octobre afin d'entériner le cap européen. Des socialistes qui hésitent eux aussi sur leur tête de liste avec une certitude, la gauche part en ordre dispersé pour 2019. Enfin, les Républicains aussi s'interrogent sur leur tête de liste. Michel Barnier était pressenti pour mener la bataille des Européennes en France, mais ce week-end, il a annoncé préférer se concentrer sur les négociations du Brexit. Les Républicains cherchent donc toujours le candidat qui sera réconcilié pro-européen et les plus critiques des institutions européennes.
Alors quel regard sur ces élections européennes? On voit ça avec vous, Tam Tranu, avec le sénateur socialiste représentant les Français établis hors de France, Jean-Yves Lecomte. Jean-Yves Lecomte, les partis se mettent en ordre de bataille en prévision de l'élection européenne. Le Parti socialiste est lui sorti exsangue de l'élection présidentielle, des législatives. Alors, comment se renouveler pour 2019 ? D'abord en travaillant sur le programme, travaillant sur nos propositions avec nos partenaires européens et pour finalement défendre une Europe fière de ses valeurs, ouverte, qui donne toute sa place à la démocratie et puis qui permettent de redonner à l'Europe sa pleine souveraineté. C'est en travaillant sur les sujets de fond qu'on pourra essayer ensuite de convaincre les Français et pas en essayant de faire un espèce de faux antagonisme entre populistes et pseudo-progressistes. Oui. Entre libéraux et souverainistes. Parfois, c'est un peu à cela qu'on peut résumer l'Europe quand on la caricature. C'est-à-dire que c'est à cela que certains la résument quand ils n'ont rien à proposer et qui veulent faire croire qu'il y a des Européens et des gens qui ne le sont pas. Sur le continent, tout le monde est européen. Simplement, chacun a sa manière de l'être. Et nous, ce que nous voulons faire au PSE et au Parti socialiste, c'est finalement proposer une manière d'être européen. Nous sommes tous européens, même ceux qu'on appelle populistes, même l'extrême droite, elle est européenne. Et on voit même que finalement, lorsque des mouvements d'extrême droite se développent dans plusieurs pays européens, c'est la démonstration qu'il y a une opinion publique européenne. Et c'est cette opinion publique européenne, c'est elle qu'il s'agit de convaincre. Parce que finalement, ces mouvements d'opinion, ils sont partout, mais ils sont européens. Que faire face à ces mouvements populistes, anti-européens? Vous le disiez, le PS prône la rupture avec l'Europe libérale. C'était les mots d'Olivier Faure il y a quelques jours. C'est-à-dire que si on fait, il faut remettre de la démocratie en Europe. Nous avons fait depuis 60 ans beaucoup de choses ensemble. Mais c'est surtout les États qui ont fait des choses ensemble. Et ils ont fait tellement de choses ensemble que finalement, ils ont donné l'impression aux citoyens d'avoir finalement capté une partie de la souveraineté populaire et pour la remplacer par une espèce d'Europe intergouvernementale progressivement. Et ce que nous voulons aujourd'hui dire, on ne se sent pas citoyen européen, ça que vous il faut dire. remettre le citoyen européen au centre de la décision en Europe. Dernière question, on le sait, c'est un scrutin qui peine souvent à intéresser, mais on le voit par exemple à La République En Marche, Emmanuel Macron entend personnellement intervenir dans cette campagne. Quelle voix pour porter le Parti Socialiste, quelle voix forte pour porter le Parti Socialiste dans cette campagne? Il y en a plusieurs, mais je pense que d'abord ce sera de propositions sur finalement une Europe moteur d'égalité entre les territoires, c'est-à-dire défendre en particulier les fonds de cohésion pour la prochaine période budgétaire, faire en sorte de faire une Europe qui lutte contre le dumping fiscal et social. Vous me dites qu'il y a plusieurs voies quand même. Qui est-ce que vous voyez personnellement, même si on le sait, on n'est pas encore au tête de liste? D'abord, la question n'est pas en France. La question, c'est le candidat que le Parti socialiste européen pourra porter à la tête de la Commission européenne s'il est majoritaire. C'est nous, au Parti socialiste européen, qui avons proposé cette idée la dernière fois. Et même si nous avions perdu l'élection, c'est quand même ce principe qui a gagné en mettant Jean-Claude Juncker, parce que c'est la droite qui a gagné. Et je crois que nous l'avons fait à nouveau lors du débat sur les élections européennes et sur le mode de scrutin, en insistant sur le fait que si on veut que les élections européennes mettent de la politique au sein des élections européennes, avec des vraies positions, l'important, c'est de débattre sur la composition de la Commission et sur la proposition de Spitzenkandidaten, c'est l'expression consacrée européenne, pas qui va porter la couleur des socialistes ou la couleur du Parti populaire européen en France, non. Quelles sont les propositions que nous avons pour l'avenir de l'Europe? Quel est le rôle du Parlement européen? Et je crois que c'est en faisant de la pédagogie et en expliquant ce qu'on veut faire de l'Europe qu'on peut avoir une chance de convaincre les citoyens européens. Eh bien, merci beaucoup Jean-Yves Lecomte d'avoir répondu à mes questions. Merci à vous, Tam. 43 ans après la loi Veil, la clause de conscience des médecins en matière d'IVG revient dans le débat. Vendredi, des sénateurs socialistes ont déposé une proposition de loi pour supprimer cette clause pour les professionnels de santé qui refusent de pratiquer une IVG, jugée comme une menace insidieuse pour les droits des femmes. Alors, les explications, avant d'en parler avec mes invités, de Cécile Sixou. Pour faire une IVG, on retire une vie pour aider une patiente en grande difficulté. Il faut donc être motivé pour le faire, parce que retirer une vie, c'est contraire à notre éthique.
En tenant ces propos il y a 2 semaines, le président du syndicat national des gynécologues a créé la polémique. Personnellement opposé à l'IVG, il refuse désormais de la pratiquer. Vous faites jouer votre clause de conscience sur le fait de ne plus pratiquer l'IVG ? Exactement. Ne pas contraindre les médecins à pratiquer l'avortement, c'est la seule condition qu'avait négociée Simone Veil au moment de l'écriture de sa loi en 1974. Cette clause de conscience spécifique à l'IVG, les sénateurs socialistes proposent de la faire sauter. Cette clause de conscience, elle n'a plus d'utilité. D'abord parce qu'il y a un article du Code de déontologie médicale qui donne possibilité toujours à un médecin de ne pas pratiquer un acte, donc il n'y a aucune obligation légale de toute façon. Et par ailleurs, le fait de la maintenir, ça envoie un message négatif, ça singularise l'IVG qui poserait un problème particulier. Une proposition à laquelle s'oppose l'archevêque de Paris, pour qui supprimer cette clause, c'est entrer dans une forme de dictature. Opposée aussi la secrétaire d'État Marlène Schiappa, mais pour d'autres raisons. Je pense que la réalité, c'est que quand il y a des médecins qui sont opposés à l'avortement, il est préférable que ces médecins ne pratiquent pas d'avortement. Pour qui ? Pour les femmes, parce qu'il y a un rapport qui met en exergue ce qui a été appelé des violences gynécologiques. Je crois que c'est culpabilisant pour une femme de s'entendre dire le cœur bat, le bébé est bien accroché, mais est-ce que vous ne voulez pas regarder l'échographie, etc. Les associations qui estiment que l'on a de plus en plus de mal à trouver des médecins pratiquant l'IVG saluent une avancée pour les femmes. Et on ouvre le débat tout de suite dans Sénat 360 avec mes invités sur ce plateau. Laurence Rossignol, bonjour. Merci d'être avec nous, ancienne ministre, sénatrice socialiste de l'Oise. Sur ce plateau également, Madeleine Da Silva, bonjour. Vous êtes maire adjointe à la mairie des Lilas, sans étiquette. Et vous êtes à l'origine de cette pétition, justement, aussi, qui a été déposée parallèlement à la proposition de loi pour supprimer la clause de conscience. Et puis, Bertrand de Rochambeau, bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes le président du syndicat des gynécologues. On vous a vu dans le reportage de Cécile, dans l'émission Quotidien. On va en parler dans un instant. Laurence Rossignol, pourquoi cette proposition de loi ? Est-ce que vous avez le sentiment aujourd'hui que l'accès à l'IVG est remis en cause en France ? Alors, j'ai le sentiment que les adversaires de l'IVG n'ont jamais désarmé. C'est-à-dire que depuis la loi Veil, à aucun moment, les groupuscules, les militants anti-IVG n'ont renoncé, si ce n'est à faire abroger la loi parce qu'ils se sont rendus compte que ce serait difficile et que l'opinion française est très favorable au droit à l'IVG. En revanche, à faire ce qui était déjà un peu contenu dans une série de dispositions de la loi Veil, et je vais y revenir dans un instant si vous me donnez quelques instants pour le faire, rendre l'IVG compliqué d'accès pour les femmes, dissuader les femmes et les culpabiliser. Il faut se rappeler qu'au moment où la loi Veil a été adoptée, il y avait la détermination de Simone Veil, le mouvement social et le mouvement féministe qui portait la loi, et à l'Assemblée nationale, une majorité difficile à trouver. Et la loi Veil a été votée parce qu'il y a eu des concessions importantes. Ces concessions étaient nombreuses, il n'y avait pas qu'une concession. Il y avait l'exigence d'une situation de détresse pour les femmes, il y avait l'exigence du double entretien, c'est-à-dire du délai de réflexion, puisque les femmes avaient besoin de réfléchir après avoir été demandé une IVG, comme si elles n'avaient pas réfléchi avant. Il y avait le délai à 10 semaines, et puis l'exigence d'une autorisation pour les mineurs aussi, et la clause de conscience. Et sur ces compromis, tous ont été progressivement abrogés ou réformés. Il n'y a plus d'exigence du délai de réflexion, il n'y a plus la condition de détresse, il ne reste que la clause de conscience. Et il faut savoir, c'est important, que tous les soignants disposent d'une clause de conscience générale qui leur est accordée par le Code de déontologie. Donc la singularité de la clause de conscience en matière d'IVG, elle stigmatise l'IVG, c'est-à-dire qu'elle dit l'IVG n'est pas un acte thérapeutique normal. Et ça fait partie, à mon sens, à la fois des dispositifs d'empêchement, de complexification pour les femmes de l'accès à l'IVG, et de la culpabilisation et de la dissuasion contre l'IVG. Oui. Bertrand de Rochambeau, comment accueillez-vous cette proposition de loi ? Et puis peut-être souhaitez-vous revenir sur les propos tenus dans l'émission Quotidien qui ont aussi relancé ce débat sur cette question de la clause de conscience ? Alors j'ai déjà eu l'occasion de répondre sur l'émission Quotidien, c'est un piège médiatique, mais qui a eu le mérite, maintenant que les choses ont été dites, débattues, je crois qu'on a passé un peu là, de reposer la question et de la centrer sur ce qui est indispensable, c'est que l'acte de l'interruption de grossesse, l'avortement, n'est pas un acte anodin, ni pour la femme,
Et là, je crois qu'autour de ces tables, on pourra, dans l'immense majorité des cas, bien le dire, c'est une épreuve. Et cette épreuve, il faut aider les femmes à la passer. Mais bien souvent, pour un certain nombre de médecins, c'est aussi une épreuve. Et cette épreuve, il n'y a pas de raison de contraindre les médecins pour qui, en toute conscience, ils ne peuvent pas se résoudre à interrompre cette vie. D'autres le peuvent. Et le grand ordonnateur, c'est l'État qui en a fait un service public. Donc aujourd'hui, la clause de conscience n'obère pas l'accès à l'IVG en France. Elle doit rester sacrée, c'est ce que vous dites, cette clause de conscience. Oui, parce qu'elle est la raison d'être des médecins. Et on trouvera toujours sur les 200 000 médecins en France, des médecins pour le faire, pourvu que on y mette les moyens et l'organisation. Et ça, mon syndicat le soutient. Alors, votre réaction, Madeleine Da Silva, est-ce que vous, au contraire, vous pensez que cette clause de conscience complique, comme vient de le dire Laurence Rossignol, l'accès à l'IVG ? Alors, non seulement elle complique l'accès, parce qu'on voit quand même qu'il y a des hôpitaux... Menace insidieuse, hein, c'est ce qui est écrit dans la proposition. Il y a des hôpitaux où, en fait, qui ne réalisent plus d'IVG, ou en tout cas qui n'en ont pas réalisé pendant de longs mois. Et non seulement elle complique, mais elle moralise. Et aujourd'hui, je pense qu'en termes de violence faite aux femmes, l'IVG, lorsqu'elle est moralisée, comme c'est le cas là, violente les femmes par le regard que les médecins posent sur elles. Donc non, il n'y a pas suffisamment de médecins qui pratiquent l'IVG, puisqu'on voit qu'il y a des femmes, et notamment en région, qui font 50 km pour aller dans leur hôpital, et qu'à cet endroit-là, on leur donne, on leur fait l'objection de la clause de conscience. C'est le cas de l'hôpital de la Sarthe, on va peut-être en parler dans un instant. Mais il y a aussi des hôpitaux où de nombreux médecins font valoir leur clause, et que donc les femmes sont réorientées ailleurs. Donc aujourd'hui, c'est moraliser l'IVG, c'est mettre en danger les femmes. Quand on sait que plus rapidement une IVG est faite, plus la santé de la femme est protégée, on se rend compte que cette clause de conscience complique et est une réelle violence faite aux femmes. Il y a pourtant une obligation légale pour un médecin qui fait valoir sa clause de conscience de réorienter sa patiente vers un médecin qui pourra justement pratiquer une IVG, Laurence Rossignol. Et ça ne se passe pas comme ça. Mais j'entends le propos du docteur Archambault, mais la clause de conscience, vous l'avez, personnel soignant, pour tous les actes. Donc, le fait de vouloir une clause de conscience spécifique pour l'IVG est quand même troublant. C'est-à-dire que pour moi, c'est à la fois une expression, un symbole d'un pouvoir médical qui s'arroge le droit de dire, eh bien, en fin de compte, même si la loi a dit que l'IVG était légal, que non, ce n'est pas un homicide, parce que si c'était un homicide, ce ne serait pas légal. L'homicide est puni en France. Même si l'IVG est légal, nous considérons, nous, que nous n'avons pas respecté la loi, même si la loi vous donne une clause de conscience supplémentaire. Et puis, c'est aussi le pouvoir médical qui consiste à dire et à continuer de contrôler le corps des femmes. Cette clause de conscience, en réalité, c'est une clause de défiance à l'égard des femmes, à l'égard de leur capacité à décider pour elles-mêmes si elles peuvent ou non continuer une grossesse. Et vous dites que l'IVG n'est pas un acte anodin. Personne, effectivement, ne contesterait ce propos. Pour autant, il faut arrêter de dire l'IVG est une épreuve. Il faut arrêter de répéter ça en permanence aux femmes. On leur dit en permanence, vous allez être traumatisés, ça va être terrible. C'est tout le discours des lobbies anti-IVG, des groupuscules anti-IVG, qui racontent aux jeunes gens qui viennent chercher des informations sur les sites internet. Mais pardon, Laurence Rossignol, puisque justement, depuis 1993, le délit d'entrave justement sanctionne bien les personnes qui empêchent l'accès à l'information sur l'IVG. Ça a été étendu à Internet en 2017 par moi-même. Par moi-même, puisque 93, ça sanctionnait les gens qui s'enchaînaient devant les services médicaux. Et donc, en fait, cette clause de conscience, que moi j'appelle la clause de défiance, en réalité, c'est une clause militante. C'est le drapeau derrière lequel se retrouvent tous les adversaires de l'IVG. Tous ceux qui veulent continuer et de dissuader et de culpabiliser. Et on va prendre l'exemple italien, qui peut-être il n'est pas totalement probant. Oui, parce qu'on n'a pas de chiffres en France, c'est ça le problème aussi. En Italie, on estime qu'il y a à peu près 70% justement des gynécologues qui font valoir cette clause. Et l'IVG est très difficile. Oui. Qui a dit une femme ne recourt jamais de gaieté de cœur à un avortement? Il suffit d'écouter les femmes. C'est toujours un drame. Cela restera toujours un drame. On peut dire ce qu'on veut, mais là, vous le savez, c'est Simone Veil. Depuis, cela restera toujours un drame. Je suis médecin, je suis gynécologue, j'ai fait des interruptions de grossesse.
je peux témoigner que cela est un drame. Ce que l'on veut dire aujourd'hui, c'est que pour un certain nombre de médecins, pas tous, ça peut aussi être un drame. Et je suis parfaitement en accord avec le raisonnement de Mme Schiappa. On a entendu effectivement la Les secrétaire d'État, médecins qui seraient contraints parce qu'on n'admettrait pas leur clause de conscience ont un grand risque de maltraiter les patientes qui, à l'inverse, ont besoin d'être aidées. Mais écoutez, dire que vos confrères ou consoeurs pourraient maltraiter des patients. Mais c'est vous-même et c'est. Donc ça voudrait dire qu'il faut. C'est terrible quand même comme aveu. Vous nous dites que. C'est pas un aveu. Et en quoi la clause de conscience générale aujourd'hui, eh bien, ça mettrait de côté les médecins qui ne se sentent pas d'attaque pour faire ça. Alors, si un médecin ne se sent pas d'attaque pour faire une interruption volontaire de grossesse, qui est aujourd'hui un droit en France, il n'a pas à être gynécologue. Ça s'arrête là. C'est pas être gynécologue, madame. Si c'est 200 000 médecins en France, plus 22 000 sages-femmes, à qui on octroie le droit de faire des interruptions de grossesse. Et vous faites reposer ça sur 6 000 gynécologues. Médicamenteuses. Parce que aujourd'hui, elles demandent les sages-femmes à aller au-delà de ça, mais elles ne sont pas entendues. Est-ce que vous êtes d'accord pour que les sages-femmes puissent pratiquer des IVG instrumentales, comme elles le demandent? Si on leur apprend, si elles sont formées et qu'elles sont volontaires... Il est rare qu'on donne des bistouris aux gens sans leur apprendre à s'en servir. Oui, mais alors par contre, je suis désolé, mais on l'a vu avec la loi de Marisol Touraine, on a d'abord autorisé les sages-femmes à faire les IVG médicamenteuses avant que n'apparaisse dans leur cursus de formation la formation pour le faire. On leur a d'abord octroyé le droit et ensuite on les a formées. Non, ensuite, celles qui ont voulu faire des IVG médicamenteuses sont allées se former parce que les sages-femmes sont responsables et quand elles ont pris ce droit, d'un certain point de vue, elles ont immédiatement été se former. Il n'y a pas de sage-femme qui pratique une IVG médicamenteuse sans s'être formée avant. La ministre Agnès Buzyn, la ministre de la Santé, puisque justement, elle a été réceptive peut-être à vos propos, à cette proposition de loi, et elle vous propose peut-être de faire un état des lieux justement, de connaître le nombre d'objecteurs. On l'écoute, la ministre de la Santé. Suppression de la clause de conscience des médecins en ce qui concerne l'IVG ou pas? Pour l'instant, ça n'est pas prévu. Par contre, je veux m'assurer qu'il n'y a pas une augmentation du nombre de médecins qui font valoir la clause de conscience dans l'IVG. Je veux m'assurer que l'accès à l'IVG aujourd'hui est toujours aussi simple qu'il ne l'était il y a 5 ou 10 ans. Donc j'ai demandé un état des lieux par les agences régionales de santé. C'est difficile d'avoir cette information. Et si de plus en plus de médecins font valoir leur clause de conscience, que faites-vous? Vous la faites aujourd'hui, c'est trop tôt pour en parler. Non, je veux d'abord faire un état des lieux et le partager avec la communauté des gynécologues obstétriciens et des médecins généralistes, puisque vous savez que les généralistes peuvent faire des actes d'IVG et souvent ils compensent le manque d'obstétriciens dans certaines régions. Aujourd'hui, le nombre d'IVG reste stable, ça veut dire qu'il n'y a pas de difficulté d'accès, mais par endroit, il y a certainement des difficultés d'accéder à l'IVG dans des délais raisonnables. Et donc, il faut que je m'assure aujourd'hui de la réalité dans les faits de l'accessibilité. C'est indispensable cet état des lieux, Madeleine Da Silva, selon vous. C'est vrai qu'on a très peu de chiffres, notamment sur les données en matière du nombre d'IVG pratiqués en France. Oui, je pense que c'est indispensable pour qu'on ait conscience de la réalité du terrain. Je voudrais simplement revenir sur la question des médecins qui pourraient maltraiter les patientes. Je trouve ça quand même extrêmement interrogeant qu'on puisse se dire que les médecins, qu'on prenne comme acquis le fait qu'un médecin pourrait maltraiter une femme parce qu'il ne serait pas d'accord pour faire une interruption volontaire de grossesse. Aujourd'hui, le problème, on va le regarder dans l'autre sens, c'est-à-dire que les femmes doivent avoir droit à cette interruption volontaire de grossesse sans prérequis, sans justification, sans moralisation, parce que la violence, elle est bien là. Et qu'un médecin qui devient gynécologue ou une sage-femme qui peut pratiquer une IVG médicamenteuse le sait quand elle commence ses études. Donc le choix, il doit s'opérer à ce moment-là. On ne peut pas ne pas retirer cette clause pour que les médecins ne maltraitent pas les femmes. C'est juste un aveu, comme vous le disiez, Laurence Rossignol, qui, moi, me fait froid dans le dos. Surtout qu'on a eu le débat sur les pharmaciens. Je me rappelle, c'est en 2015, l'Ordre des pharmaciens s'était mis en tête d'ouvrir un débat en son sein pour savoir si distribuer des pilules du lendemain ne heurtait pas la clause de conscience des pharmaciens. Il a fallu que là, on tape un peu du poing sur la table en disant ça me paraît quand même assez excessif. Mais si nous étions dans un débat apaisé, c'est-à-dire si effectivement
la loi garantit l'accès à l'IVG et puis quelques médecins, de manière marginale, exceptionnelle, pourraient dire « moi je ne le fais pas » et pourraient à ce moment-là d'ailleurs recourir à la clause de conscience qui est prévue dans le code de déontologie. Mais le problème, monsieur le Président, c'est que vous êtes président d'un syndicat. C'est que votre parole n'est pas une parole isolée. C'est la parole de l'institution. Et d'ailleurs, c'est pour ça que j'ai réagi. C'est pour ça que quelqu'un comme Martin Winkler, que vous connaissez probablement, qui est un médecin, auteur, écrivain, et écrivait il y a quelques années « il faut laisser la clause de conscience » pour les mêmes arguments qu'emploie aujourd'hui Marlène Schiappa, parce que sinon ça fera des vilains médecins qui seront obligés de faire des IVG contre leur gré. Et aujourd'hui, Martin Winkler publie un texte dans lequel il dit... Est-ce que c'est contraire à l'esprit de la loi Veil, justement? L'esprit de la loi Veil, c'est l'esprit du compromis. On a retiré la situation de détresse au moment où on l'a fait. Il y en a qui nous ont dit c'est peut-être contraire à l'esprit de la loi Veil. On a dit non. L'esprit de la loi Veil, c'était le compromis. Sinon, il n'y avait pas de majorité à l'Assemblée. Et tout le monde trouve normal d'avoir retiré cette condition que les femmes devaient prouver qu'elles étaient en détresse. De même que le double entretien, comme si les femmes n'étaient pas capables d'avoir réfléchi avant d'aller demander une IVG. Donc, aujourd'hui, on est dans un débat qui est un débat entre les adversaires de l'avortement, très actifs en France et en Europe. Également, ça recule dans un certain nombre de pays. Certes, il y a l'Irlande, miracle, si j'ose dire, si je peux me permettre cet excès de vocabulaire, le miracle irlandais, mais sinon partout ailleurs, ça recule, parce que l'IVG n'est toujours pas accepté. Vous pensez toujours que c'est un homicide. Les conséquences pour vous, en tant que médecin, si on supprimait cette clause de conscience? Je crois que vous vous trompez d'adversaire. Ah, vous vous êtes exposé vous-même, si je peux me permettre. Je ne parle pas en mon nom propre. Mon nom propre a été tourné comme la position du syndicat. Il y a donc là une malhonnêteté journalistique manifeste. J'espère que vous n'êtes pas dupe du montage qui a été fait par cette chaîne. Mais qui peut croire que vous parlez en votre nom? Eh bien, vous ne parlez jamais en votre nom quand vous êtes président d'un syndicat, jamais. Et si vous croyez le contraire, c'est que vous n'avez pas conscience de votre fonction. Non. Et c'est bien dommage pour la profession. Quand on est médecin et qu'on est interrogé en son nom propre, c'était le sens de la question. Et ensuite, on a dit... Et en plus, c'est. Et ce qui n'était pas prévu au départ. Deuxièmement, notre syndicat a toujours œuvré pour organiser au mieux et avant même la loi. Et je ne fais pas exception là comme président de mon syndicat. Et je le dis haut et clair, nous voulons faire en sorte que les femmes soient bien prises en charge avec toute l'attention qu'il le faut. Nous ne nous sommes jamais opposés aux différentes simplifications qui ont lieu depuis 1975 et qui progressivement ont facilité l'accès. Il y a là une clause tout à fait différente que déjà le HCE demandait dans son premier rapport, qui est celle de la fin de la clause de conscience, qu'il a réitérée 4 ans plus tard, quand il le défenseur des droits aussi a demandé. Voilà. Jacques Toubon n'étant pas quand même... Il y a là quelque chose de différent, parce que ce ne sont pas les seules choses à améliorer. La clause de conscience des médecins, pour les médecins, en France, je le répète, ce n'est pas l'obstacle. L'obstacle aujourd'hui auquel les femmes ont affaire, c'est qu'elles se trouvent, allons dans les détails, dans les services hospitaliers publics qui doivent assurer ce service public. Ce que répondez-vous par exemple aux patientes? On a parlé de cet hôpital de la Sarthe, où finalement, sur les 4 médecins pratiquant l'IVG, eh bien, c'est le seul qui pratiquait les IVG sur les 4 médecins est parti en retraite. Elles ont donc 45 km à faire. Je crois qu'elles doivent se rendre au Mans si elles veulent eh bien, avorter. Voilà. Parce que la clause de conscience, c'est contagieux, vous le savez bien. Dans un service hospitalier, quand le patron Bertrand de Rochambeau, qu'est-ce qu'elles peuvent... Là, ça met en cause l'accès égal pour toutes les femmes à l'IVG. Encore une fois, vous faites porter aux médecins la responsabilité de l'État, qui est l'organisation de son service public. Donc, si vous contraignez les praticiens hospitaliers à faire contre leur volonté des IVG, parce que je le répète, et c'est le médecin qui parle, ce n'est pas un acte ordinaire, eh bien si vous les contraignez, vous allez avoir de mauvaises conditions. Et je ne pense pas, pour les femmes, que ce soit souhaitable. À l'inverse, imaginons un peu plus d'initiatives hospitalières, de création de vraies filières d'orthogénie, où les acteurs sont intéressés
intéressés en termes de carrière au même titre que les autres spécialités de la procréation médicalement assistée, de l'accouchement sans douleur, de la chirurgie du cancer, qui sont nos autres branches de métier. Il y a là une progression régulière et des projets de carrière véritables à l'hôpital public là-dessus. Pourquoi, je pose la question, il n'y a pas ça dans l'orthogénie? Mais je pense, si je peux me permettre... Laurence Rossignol, ensuite ce que vous dites n'est pas faux, mais ça ne s'oppose pas à la question de la clause de conscience. C'est pour ça que Marisol Touraine, d'ailleurs, avait revalorisé de manière importante la cotation des actes d'IVG. Pas de manière importante. Elle l'avait revalorisé, elle l'avait revalorisé de manière du moins significative. On va se contenter du mot significative. Ça a été revalorisé. Mais je disais il y a un instant, la clause de conscience, c'est contagieux dans un service. C'est-à-dire que comme c'est un acte militant, ce n'est pas simplement un acte personnel, parce que je peux entendre... C'est pas un acte ordinaire, vous non, laissez-moi finir. L'IVG, la clause. Elle parle de la clause, pas de l'IVG. Revendiquer la clause de conscience pour l'IVG, c'est un acte militant. Parce que je peux encore entendre médecins qui disent bon, c'est l'IVG instrumentale, ça se coud. Bon, ok. Mais la médicamenteuse, quand même, l'IVG médicamenteuse, vous pouvez aussi utiliser la clause de conscience spécifique pour l'IVG médicamenteuse. Or là, c'est pas parce que l'acte est douloureux et difficile, et pas parce qu'il est un peu sanguinolent ou qu'on voit des choses qu'on voudrait pas voir. C'est l'idée même qu'une femme avorte, quand même, que vous refusez quand vous refusez, au nom de la clause de conscience, de délivrer des IVG médicamenteuses. Donc, je trouve que quand même, je n'arrive pas à comprendre pourquoi la clause de conscience générale ne vous suffit pas pour l'IVG. Pourquoi vous voulez continuer de désigner cet acte comme étant un acte qui contredit d'autres lois que les lois de la République. Parce que c'est ça le fond de l'affaire. De la même manière, les deux clauses se valent. Et je ne vois pas pourquoi vous en feriez tomber l'une plus que l'autre. L'une est générale, l'autre est spécifique. On regarde la générale, on s'intéresse à la spécifique. Parce que c'est un service public et qu'on va mettre à mal les praticiens hospitaliers du service public dans ce domaine-là. Vous savez, il y a des cliniques qui font beaucoup de... Il y a cette pétition, oui. Elle recueille énormément de signatures, quasiment 75 000, je crois, à ce jour. Vous allez continuer votre travail en parallèle de la proposition de loi des sénateurs? Oui, on est loin d'être au bout de ce qu'on peut faire comme signature autour de cette question. Je pense que la clause spécifique liée à l'IVG fait de ce droit un droit à part. Et je pense qu'en 2018, on peut arrêter de dire aux femmes que c'est un acte qui les traumatise, mais on peut les aider à aller vers cet acte avec plus de simplicité. On peut en faire un acte moins violent de la part des gynécologues. Et puis on peut aussi se dire que cet accès au droit est un accès véritable et que les femmes sont assez grandes pour savoir si elles doivent avoir recours à une interruption volontaire de grossesse. Bien, merci à vous, Madeleine Da Silva. Merci Bertrand de Rochambeau d'être venu sur ce plateau. Merci Laurence Rossignol. On verra si cette proposition de loi est inscrite à l'ordre du jour prochainement. Oui, si elle sera aussi présentée sous forme d'amendement. Une proposition de loi, ça se transforme facilement en amendement. Possibilité parlementaire. Merci. C'était le cas en 2016. Merci à tous les trois d'être venus sur ce plateau. Dans le reste de l'actualité aujourd'hui, après l'ancien ministre Thierry Mariani, c'est au tour de Sébastien Meurant, sénateur LR, de se déclarer favorable à des discussions avec la formation de Marine Le Pen. L'élu du Val-d'Oise estime que certaines idées du Rassemblement national sont celles du RPR des années 80. Quentin Calmy. C'est une longue interview qui s'affiche en une de l'Incorrect. Dans ce mensuel proche de Marion Maréchal Le Pen, le sénateur Les Républicains du Val-d'Oise appelle au dialogue avec toutes les familles de la droite, incluant au passage le Rassemblement national. Discuter avec le Rassemblement national, avec Debout la France, avec le Parti chrétien-démocrate, avec tout le monde et sans a priori, arrêtons un peu avec le cinéma. Sur les questions régaliennes, par exemple, je ne vais pas vous dire que je m'oppose aux positions défendues par le Rassemblement national. Ce sont celles que défendait le RPR dans les années 80. Évidemment que je les partage, puisque c'est sur celles-ci que, à l'âge de 18 ans, j'ai adhéré au parti de Jacques Chirac. Interrogé ce matin, Sébastien Meurant ne revient pas sur ses propos. Dans un mouvement politique, ce n'est pas une secte. On a évidemment la liberté de parole et surtout, on a le devoir de discuter avec tout le monde, justement, pour montrer les différences. Et je pense que les électeurs, les Français, ont besoin de sincérité. Ce matin, lors de la conférence de presse hebdomadaire des Républicains, on explique qu'il s'agit là d'une position isolée. Chacun pense ce qu'il veut et ce qu'il souhaite. En revanche,
il y a une philosophie d'action qui est celle de Laurent Wauquiez, qui est d'une clarté absolue. On vous l'a dit maintes et maintes fois, on peut vous le redire dans toutes les langues que vous le souhaitez. Il n'y a pas d'alliance avec le Rassemblement national et bien entendu qu'il y aurait sanctions pour tous ceux qui s'allieraient avec un parti concurrent à notre formation politique. Charge désormais au patron des Républicains au Sénat de réagir, d'autant que Sébastien Meurant est rapporteur pour avis d'un des budgets les plus sensibles, celui de l'immigration. Et on va retourner salle des conférences pour une réaction avec vous, Tam Tranu. À vos côtés, le sénateur socialiste du Val-d'Oise, Rachid Temal. Oui, Rachid Temal, que vous inspirent les propos de Sébastien Meurant, qui estime qu'il faut parler à tout le monde, y compris au Rassemblement national. Alors Sébastien Meurant, en disant ça, fait un signe. Il veut une alliance avec l'extrême droite. Et donc ce qui est grave, c'est qu'en 2018, en France, une partie de la droite souhaite une alliance avec l'extrême droite. Et donc l'extrême droite, je rappelle, le parti du racisme, du rejet de l'autre. Et donc je ne peux que condamner cela. Et je ne peux que demander à M. Wauquiez qu'il clarifie la situation. Mais je dois rappeler qu'il y a maintenant quelques jours au Parlement européen, les députés, les républicains, les députés européens, n'ont pas voté contre M. Orban. Et que M. Orban, dont on connaît les positions extrémistes, raciste et xénophobe en Hongrie, est toujours membre du Parti populaire où siègent d'ailleurs les Républicains. Vous voulez dire qu'il y a une porosité entre LR et le Rassemblement national en France, comme vous semblez le montrer également au niveau européen? Je ne dis pas qu'il y a une porosité, je dis juste qu'un de ses dirigeants, un de ses sénateurs vient de déclarer aujourd'hui qu'il fallait s'allier avec l'extrême droite. C'est un fait politique et je demande à ce que les Républicains clarifient vraiment leur situation et leur position. Alors on vient de l'entendre dans le reportage de Quentin Calmet. Il se trouve qu'en plus Sébastien Meurant est rapporteur du budget immigration pour le projet de loi de finances. Est-ce que là aussi ça pose pour vous problème sur la ligne qu'il défend? Est-ce qu'au niveau plutôt pour le coup du groupe LR au Sénat, vous demandez une clarification aussi? Vous savez, pendant le débat sur la loi asile-immigration, je me suis opposé à Sébastien Meurant. En plus, nous sommes tous les deux du beau département du Val-d'Oise, puisqu'il était même pour la suppression du droit du sol. Donc Sébastien Meurant, aujourd'hui, effectivement, des positions inacceptables. Il était pour le regroupement familial, mais dans le pays d'origine aussi, par exemple. Donc il était, pour faire simple, pour aucune immigration et aucune nationalité française, aucun droit du sol. Et donc, moi je le dis, il pose problème. Il faut que les Républicains le disent et qu'il soit en charge il soit rapporteur du budget immigration, ça ne peut qu'interroger, je le condamne. Et je pense qu'il pourrait être rapporteur d'un autre budget qui lui irait beaucoup mieux. Est-ce que vous demandez au LR qu'il ne soit plus... Moi, je n'ai pas de demande à faire, mais je sais que le président Larcher, je crois que le président Retailleau ne sont pas sur la ligne d'une alliance avec l'extrême droite. Donc je pense que symboliquement, il serait bon de couper court à cette tentative de M. Meurant. On sait même qu'au sein du groupe LR, certains se sont étonnés de ses positions et que peut-être lorsqu'il a obtenu de devenir rapporteur sur ce budget, tout le monde n'était pas au courant de ses positions. Oui, donc c'est pour ça qu'il n'était pas au courant. Maintenant, tout le monde l'est et il faut que les décisions soient prises. Merci beaucoup, Rachid Temal, d'avoir répondu à mes questions. Merci à vous, Tam, pour cette réaction. C'est l'heure du bilan pour Parcoursup en cette rentrée universitaire. On s'intéresse aujourd'hui à ce nouveau dispositif. C'est une réussite pour la ministre Frédérique Vidal, qui souhaite malgré tout procéder à des ajustements dès 2019. Il faut dire que 955 lycéens sont toujours en attente d'une affectation et les autres, parfois plus chanceux, se retrouvent dans des filières qu'ils n'avaient pas initialement choisies. Alors est-ce que c'est la faute, entre autres, aux algorithmes? Avant d'en parler avec mes invités, on voit ce reportage de Flora Sauvage. Chez les jeunes étudiants passés par le nouveau système d'admission, Parcoursup ne fait pas l'unanimité. Le bac en poche, Gabriel et Calice ont expérimenté la plateforme. Elle porte un regard mitigé. Ce que j'ai trouvé plus compliqué, c'était au niveau de savoir de quelle manière elles étaient sélectives en fonction des filières. Julien et ses amis ont connu APB, la plateforme qui a précédé Parcoursup. Pour eux aussi, le système actuel n'est pas satisfaisant. Ma petite sœur qui voulait faire une prépa avait un très bon dossier, n'a pas été prise, mais maintenant elle est à Assas et elle a appris qu'il y avait toujours de la place justement en prépa. Et je crois qu'ils ont des problèmes d'effectifs justement parce que les classes sont vides. Moi je trouve ça vachement dommage de résoudre la destinée d'un enfant, d'un étudiant à un algorithme. Les algorithmes, ce sont les tableaux Excel mis en place dans chaque université pour sélectionner les candidats. Problème, peu de facultés ont rendu public leurs critères de sélection.
Certaines facultés ont fait des commissions et ça s'est fait de manière très manuelle. Elles ont imprimé les dossiers, elles ont trié les candidats sur papier. Mais d'autres ont mis en place ce qu'on appelle des algorithmes, c'est-à-dire des règles informatiques. Ça pouvait prendre la forme de fichiers Excel, voire de vrais programmes informatiques pour les plus aboutis. Et là, on n'a aucune information et aucune transparence de la part du ministère sur les critères qui ont été utilisés par les universités. Une opacité que dénonce depuis des mois le sénateur Pierre Ouzoulias. Il vient de recevoir une réponse de la CADA, la commission d'accès aux documents administratifs. Ça fait 6 mois que le gouvernement nous dit que les algorithmes locaux, donc ce qui a servi à faire la sélection dans les universités, ça n'existe pas. Voilà. Ça fait 6 mois qu'on nous répète ce discours en boucle. Et là, la CADA dit que non seulement ils existent, qu'en plus ils sont communicables et que la ministre ne les connaît pas, elle ne les a pas eus. Donc la ministre nous explique que Parcoursup c'est beaucoup plus transparent que APB, sauf que l'essentiel du travail qui est fait par les universités, elle ne le connaît pas. Voilà. Donc on a remplacé l'aléatoire, le tirage au sort, par l'arbitraire. La ministre de l'Enseignement supérieur, Frédérique Vidal, a opposé une fin de non-recevoir à la publication des critères de sélection des universités. Elle s'est félicitée de la réussite de Parcoursup et réfléchit dorénavant à des pistes d'amélioration. Et on ouvre le débat dans Sénat 360 avec mes invités sur ce plateau. Orlane François, bonjour, bienvenue à vous. Bonjour. Vous êtes présidente du syndicat étudiant La Fage. Sur ce plateau également, François Germinet. Vous êtes le président de l'Université de Cergy-Pontoise. Vous êtes président de la commission formation et insertion professionnelle au sein de la CPU. C'est la conférence des universités. Merci d'être avec nous. Jean-Raymond Hugonnet, bonjour, merci d'être avec nous. Vous êtes sénateur LR de l'Essonne, membre de la commission de la culture et de l'éducation. Et puis Fabien Guédé est également sur ce plateau. Sénateur communiste de la Seine-Saint-Denis, vous êtes membre de la commission des affaires économiques. Première question pour vous, Orlane François, puisque on a vu Frédérique Vidal se féliciter de la bonne réussite de ce nouveau dispositif. Est-ce que c'est un sentiment qui est partagé par votre syndicat ? Il y a plusieurs axes à prendre en compte. En effet, sur le dispositif en lui-même de Parcoursup, on a pu observer quelques petits problèmes, notamment sur la question des files d'attente, qui des fois prenaient beaucoup de temps à diminuer, parce qu'en fait, ce qui s'est passé déjà, c'est qu'on a supprimé la hiérarchisation des vœux. Donc beaucoup plus d'étudiants qui faisaient des vœux, beaucoup plus nombreux sur beaucoup de filières. Donc ça a pris du temps, on l'a vu. Donc il y a peut-être déjà une première question à se poser sur ces questions-là. Pour le bilan final, aujourd'hui on est à environ 900 jeunes qui n'ont pas eu d'affectation. C'est quelque chose qu'on ne peut pas accepter. Par contre, est-ce qu'on peut dire que c'est uniquement de la faute de Parcoursup ? Je ne pense pas. Si on regarde les chiffres de l'année dernière, on avait également beaucoup de centaines de jeunes en cette même période, voire un peu plus, qui n'étaient toujours pas acceptés. Donc la vraie question qu'il faut se poser maintenant, c'est comment on fait pour les accueillir et quel est le vrai problème ? Ils font l'objet d'un suivi particulier, d'une attention particulière, rappelle la ministre de l'Enseignement. Pardon, oui, il faut... Pour ces 955 qui n'ont pas d'affectation. Ce qu'on est bien en avance, du coup, on a créé, la réforme a créé la commission d'accès à l'enseignement supérieur, qui est gérée par les rectorats et qui est censée accompagner les jeunes qui n'ont pas d'affectation depuis maintenant le mois de juin. On a dénoncé plusieurs choses sur ces commissions d'accès, c'est que déjà elles ont été coupées pendant l'été, c'est là où on a le plus d'accompagnement qui doit exister, elles ont été mises en veille parce que les rectorats fermés. Donc on a une très grande attente sur maintenant le travail qui va être effectué par les commissions là dès le mois de septembre, enfin dès maintenant en fait, dès le début du mois d'octobre, pour en effet affecter ces 900 jeunes qui restent encore sur le carreau. Ouais. François Germinet, quel regard portez-vous sur cette réforme, notamment au sein de votre propre université ? Est-ce que ça a bien fonctionné ? À l'université de Cergy-Pontoise, oui, ça a plutôt bien fonctionné. On a été en capacité d'appeler la totalité des étudiants qui avaient candidaté chez nous sur les filières non sélectives. On est allé au bout des listes d'attente, que ce soit sur les oui ou les oui-si. Donc c'est plutôt une satisfaction de notre part de ne pas avoir eu à refuser des étudiants qui candidataient sur ces filières-là. Globalement, après, on a aussi un peu poussé les murs, on ne va pas vous le cacher. À la rentrée, on a augmenté nos capacités d'accueil pendant l'été et donc pour appeler plus de monde et avoir le résultat que je signalais tout à l'heure. Donc ça fait des équipes pédagogiques qui sont plus nombreuses, qui ont plus d'étudiants à prendre en charge, mais les universités font face. Vous avez eu les moyens pour justement recruter du personnel pour appliquer cette réforme ? Alors on avait eu des moyens au printemps
Ça nous a permis de recruter du personnel en plus et puis de constituer les équipes pédagogiques. Ensuite, on a eu quelques moyens supplémentaires au moment de l'été. Et là, c'est très difficile entre, disons, le 15 juillet et puis le 1er septembre d'aller rechercher des équipes pédagogiques supplémentaires. Mais enfin, on a quand même réussi à faire face. Jean-Raymond Hugonnet, pas question de revenir à l'ancien système APB. On voit malgré tout que Parcoursup a su être opérationnel pour cette rentrée universitaire. Oui, moi je pense qu'il faut être très équilibré dans les réponses, c'est-à-dire qu'il faut savoir d'où on partait quand même. La loterie d'APB qui avait laissé quand même des traces, d'où le côté aléatoire qu'évoquait notre collègue Ouzoulias. Savoir si on est rentré dans l'arbitraire, je crois que le mot est un peu fort, parce que le résultat avec un départ qui s'est vraiment réalisé comme il était prévu, ce petit coup de mou pendant l'été et puis la rentrée avec les difficultés que vous avez. Moi, je reviendrai sur le côté arbitraire. Comment faire justement pour que ça ne soit pas considéré comme de l'arbitraire, ce qui est un jugement de valeur que je ne porte pas mais que je peux entendre. Ça nous pose la question déjà de l'intelligence artificielle puisqu'on parle d'algorithmes. Et j'ai vu que Madame la Ministre avait botté en touche en laissant aux universités le soin de communiquer ou de ne pas communiquer. Elle dit qu'elle n'a pas les codes sources, clairement. Oui. Alors ça, vous dites ça à un cheval de bois, il vous file un coup de pied, vous voyez ce que je veux dire? Non, je crois qu'il faut être sérieux là-dessus, et encore une fois, ne pas essayer de défendre une réforme ou pas, elle était nécessaire. Voilà, mais d'apporter toutes les possibilités de ne pas tomber dans l'arbitraire, de ne pas laisser croire qu'on est dans l'arbitraire. Fabien Gay, c'est vrai qu'on a entendu les propos du sénateur Ouzoulias. Finalement, du tirage au sort, on est passé à l'arbitraire. Oui, parce que d'abord, il faut se mettre d'accord sur les chiffres. On a 900 jeunes, on dit, le ministère dit 900 jeunes. On peut se dire, bon, il faut les accompagner, mais il faut savoir dans quel rectorat. Parce qu'il faut un peu plus de moyens en Seine-Saint-Denis, vous voyez, où je suis élu, que dans d'autres secteurs. Parce que par exemple, moi j'ai été avec de nombreux élus devant la file de l'inspection académique à Bobigny. Et là, c'était des kilomètres et des kilomètres de gens, collégiens, lycéens, mais aussi post-bac, qui attendaient d'avoir une discussion avec l'inspection académique pour savoir où c'est qu'ils pourraient atterrir à la rentrée. Et ça, ces mêmes kilomètres de queue, on ne les retrouve pas dans d'autres académies. Donc il y a d'abord cette chose à noter. Et puis la deuxième chose, c'est que beaucoup en sont sortis, d'autres sont restés inactifs. Près de 200 000 ont quitté eux-mêmes le système Parcoursup. Et 50 000 aujourd'hui sont inactifs, c'est-à-dire qu'ils n'ont eu aucun vœu et ils n'ont pas demandé d'aide. Donc ça fait quand même 250 000 jeunes qui aujourd'hui sont sortis du système scolaire. Et là, quand on dit que nous, c'est l'arbitraire, parce qu'on l'avait dit, on ne souhaitait pas APB. Je crois que tout le monde est d'accord, le système de loterie. Mais quand on a dit que Parcoursup allait préparer la sélection sociale, c'est bien ce qui est à l'œuvre. Parce que moi, je me suis rendu devant le lycée Mozart à Blanc-Ménil. Et un certain nombre de jeunes qui avaient des bonnes notes m'ont dit, mais vous savez, on est sortis nous-mêmes, on s'est désactivés. Parce qu'on a nos deux parents ouvriers, parce qu'on n'a pas pu avoir le bon CV, et parce qu'on s'est dit que jamais Parcoursup pour nous, ça fonctionnerait. Et c'est-à-dire qu'avant même qu'ils entament les études, on a cassé leur rêve. Et un certain nombre d'autres ont vu, ils ont accepté une filière, celle qu'ils ne voulaient pas. Mais comme ils ne savaient pas ce qu'ils auraient au bout, ils ont été obligés dans une situation de grand stress. Alors, il y a les chiffres, mais après, il y a la vraie vie. Et la vraie vie, c'est un peu plus complexe que ce que nous a raconté Madame la Ministre. J'aimerais quand même réagir. Moi, j'ai une question à vous poser. Est-ce que vous découvrez aujourd'hui les filières sélectives ? Les filières sélectives, elles existent depuis bien longtemps, la création de Parcoursup. Et évidemment, vous avez raison. Les BTS, les UT, etc. Donc je pense que le vrai problème, il est là. En effet, on a des jeunes qui ne sont pas acceptés dans les classes préparatoires. Des jeunes qui mais là, ils ne sont plus acceptés nulle part. Mais arrêtez voir, 220 000 qui sont sortis. APB, c'est 220 000. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi? Parce qu'il y a des formations qui ne sont pas encore sur Parcoursup. Donc le vrai travail maintenant à faire, c'est que toutes ces formations d'enseignement supérieur qui existent aujourd'hui en France, qu'elles soient publiques ou privées, s'intègrent à Parcoursup. Parce que combien de jeunes ont quitté la plateforme pour une formation de soins infirmiers? Combien de jeunes ont quitté la plateforme pour être sur des BTS qui sont privés? Il y en a beaucoup. Alors je ne dis pas que c'est tous ces chiffres-là. Par contre, il faut arrêter de généraliser que ces 200 jeunes sont sortis parce qu'ils n'avaient pas de réponse. Sur non, je n'ai pas dit qu'ils n'avaient pas de réponse. Contre, je vous ai dit qu'eux-mêmes, ils savaient ou elles savaient que parce qu'elles ne sortaient pas du bon... Forme d'autocensure, Fabien Gay, c'est ce que vous voulez dire. Mais bien sûr, parce que vous savez... Non mais attendez, juste une chose. Sur les algorithmes locaux, quand on institue la sélection à l'université, qu'est-ce qu'elle fait? Qu'est-ce qu'elle fait une université? Elle fabrique un algorithme
Parce que personne ne croit quand même qu'une université a pris les 40 000 dossiers et les a tous traités. Ce n'est pas possible. Donc il a fallu le faire avec des algorithmes locaux. Et comment on a sélectionné? Par territoire. Mais oui, par classe sociale. Et à un moment donné, il y a, mais bien sûr, nous on demande que les algorithmes locaux on pose la question à François Germinet. Il est président d'université, il va nous dire comment ça s'est concrètement passé. Moi, je reprendrai les propos du président Dardel là, de Paris Descartes quand il disait voilà, je ne suis pas un algorithme local. J'ai regardé des dossiers. Il a regardé une filière en particulier, puis après c'est ses autres collègues qui ont regardé toutes les autres filières. Il a dit on a regardé les dossiers, on a pu céder de fichiers Excel, mais ça c'est quelque chose qui existait déjà. Je sais pas, on n'a jamais demandé aux classes préparatoires de publier leurs fichiers Excel, me semble-t-il. Donc là, on a un véritable apport qualitatif de Parcoursup dans le processus d'affectation dans les universités parce que on a les dossiers. C'est la première fois qu'on a les dossiers. C'est la première fois qu'on peut regarder et qu'on peut conseiller l'étudiant. On peut lui dire oui, vous avez le bon dossier pour pouvoir suivre correctement, ou bien là, vous allez avoir besoin de dispositifs d'accompagnement. Fabien Gay, est-ce que le lycée d'origine, le lieu d'habitation, de résidence, ça ont été des critères parfois déterminants? Je reprends l'exemple de mon université. On a appelé tout le monde, finalement. Donc, que ça soit de tel lycée ou de tel autre, on a pu appeler tout le monde. Et donc, il n'y a pas d'effet de discrimination de ce point de vue-là. Je rebondis juste, en effet, sur des filières qui sont universitaires et qui ne sont pas, du coup, sélectives. Lorsqu'il n'y a pas de tension, l'origine de l'étudiant, de sa ville d'origine, ses notes, etc., ne rentrent pas en compte parce que il n'y a pas de sélection. Enfin, Parcoursup n'instaure pas plus de sélection que ce qui n'existe quand il y a assez de place. Par contre, dans les filières sélectives, moi, je rejoins assez sur le fait qu'en effet, je pense que dans certaines filières, dans certaines formations, oui, il faut se dire que le lycée d'origine joue dans les classements. Malheureusement, ça arrive. Par contre, là où on a un vrai travail, et je vous rejoins sur le fait qu'on a un vrai travail à faire là-dessus, sur, en effet, lutter contre les déterminismes sociaux qui existent dans les filières sélectives ou dans les filières en tension. Et pour ça, il faut se poser les bonnes questions, il faut réussir à travailler sur ces questions-là. Nous, on vous rejoint totalement là-dessus, il n'y a pas de problème. Jean-François Hugonnet. Jean-Raymond. Jean-Raymond, pardon, il y a trop de François sur ce plateau, pardon. Jean-Raymond Hugonnet. Non, là, encore une fois, et on voit bien que c'est la trame en dessous de tout cela sur un mot sur lequel on est capable de parler sans s'écharper, en écoutant les uns les autres, de sélection. Qu'on le veuille ou non, il y a une sélection. La vie est une sélection. Donc ce n'est pas un gros mot. Maintenant, et j'en reviens à ce qui peut être considéré comme de l'opacité, et je partage ce que dit mon collègue. Pourquoi? Parce qu'il le vit. Je passe mon temps ici, depuis 1 an que je suis sénateur, à dire voilà ce que je vis sur le terrain, pas sur Saturne ou sur Jupiter. Ouais. Je vis dans la vie. S'il y a cette impression-là, dans le... Pas qu'une impression, non, vous mais, savez. Chers collègues, non, mais... équilibré. Le 9-3, pourquoi? Parce que moi, je crois dans le professionnalisme des gens qui sont là pour diriger les universités. Je ne veux pas croire que dans mon pays, aujourd'hui, on soit dans ce déterminisme à ce point, si vous voulez. Voilà. Maintenant, ce que j'aimerais voir, parce qu'il va y avoir des analyses, c'est savoir aussi, par rapport à ceux qui, à l'époque d'APB, s'inscrivaient et quittaient au bout de quelques mois parce qu'ils avaient fait fausse route, tout simplement parce qu'ils voulaient quitter cet endroit-là, comparer ce qu'on appelle les inactifs avec cette population-là qu'on connaît dans APB, qu'on ne connaît pas encore dans Parcoursup, et il va falloir tirer ces conclusions. Ouais. Alors, François Germinet, ensuite vous en avez la parole, Fabien Gay, pardon. Oui, effectivement, dans le système précédent, on disait, voilà, il y a de la lumière, vous rentrez, et puis après, vous allez suivre. Si vous suivez, c'est très bien. Si vous ne suivez pas, tant pis pour vous. Aujourd'hui, il y a la possibilité, à partir des dossiers eux-mêmes, de pouvoir apporter des dispositifs d'accompagnement aux étudiants et donc de les faire réussir. Ça, c'est quelque chose d'essentiel pour nous dans notre capacité à faire réussir les étudiants. Est-ce qu'il faut de la transparence de la part des universités pour publier ces fameux algorithmes? Mais moi je suis désolé, je ne me reconnais pas
dans cette notion d'algorithme. Pour moi, ça n'existe pas. Un algorithme, c'est quelque chose de dynamique, avec un processus d'affectation, etc. Ce n'est pas ce que vivent les collègues sur le terrain. Ils regardent les lettres de recommandation pour la plupart des étudiants. Et donc, lorsque vous prenez les lettres de recommandation, vous n'êtes plus dans un algorithme. Donc, bien sûr, vous allez avoir les dossiers qui sont absolument, qui sont dans le haut du panier, qui ne posent absolument aucun problème. Il y en a d'autres qui sont un peu plus en balance, et donc on va regarder, on va fouiller, on va rentrer, et jamais une machine ne fait ça. Fabien Gay, pardon, allez-y. Oui, mais on touche, c'est pas qu'une impression, parce que comme moi, vous êtes un élu de terrain, et je le redis, moi, j'ai rencontré beaucoup de jeunes durant l'été, et encore aujourd'hui. D'ailleurs, on est le 1er octobre, on parle encore de Parcoursup. Donc on voit que les choses, elles sont pas si calées que ça. Bon, là, j'ai 3 soutiens de la réforme, je l'entends, mais on a un véritable problème avec cette sélection sociale et ce déterminisme. C'est ça la question. Quand on prend un rapport de l'Assemblée nationale, pas écrit par un député communiste, par un député LR et La République en marche, qui dit que sur police, justice, mais surtout sur éducation, le mieux doté des écoles de la Seine-Saint-Denis est moins bien doté que celui de la Seine-Saint-Denis. Donc on n'est pas en train de pleurer ou mendier. Ce que nous demandons, c'est l'égalité républicaine. Et donc le même accès, le même accès pour tout le monde. Mais le problème qui va se passer, je vous prends un exemple très concret. Là, beaucoup de gens, par exemple, je reprends le lycée Mozart à Blanc-Ménil. Beaucoup de ces jeunes, qui d'ailleurs, certains atteignaient Sciences Po, vont rester sur le carreau. Moi, je demande qu'on compare les chiffres. Parce que, du coup, ça ne sera pas qu'une impression, il faut qu'on ait des données chiffrées. Et c'est pour ça que je suis pour la transparence totale aussi des algorithmes locaux. S'il n'y a rien à cacher, montrons tout. Qu'est-ce qui va se passer? Parce que vous verrez que un lycéen ou lycéenne du lycée Mozart n'aura pas eu la même égalité d'accès à l'université ou à la filière choisie que quelqu'un à Paris. Qu'est-ce qui va se passer? Parce que les parents vont faire quoi au bout de 4-5 ans? Eh bien, ils diront, ceux de la classe moyenne ou les plus aisés en Seine-Saint-Denis, ils diront quoi? Ils diront, moi, je veux que mon fils, il ait la même chance que les autres partout. Eh bien, dès le collège ou le lycée, ou même avant, ils partiront. Et du coup, là aussi, sur la question de la mixité sociale, nous reculerons. C'est-à-dire que nous allons créer des ghettos sur l'éducation, des voies de garage. C'est-à-dire que nos jeunes à nous en Seine-Saint-Denis n'auront pas le même accès et ça va s'accentuer. C'est ça la véritable question de fond. Et le plus qui a été mis en avant cette année et sur lequel nous on a été assez, on a soutenu assez, c'est les quotas qui sont mis en place dans les universités. Mais on ne demande pas des quotas, madame, nous. Bien sûr. Nous, on ne demande pas de quotas, nous, on demande l'égalité. Laissez-moi finir. Laissez-moi finir. Je pense que c'est une bonne chose de nous laisser finir mutuellement. Oui. La réforme a mis en place des quotas. Je pense que ça ne doit pas être un but en soi, parce que je vous rejoins, il faut créer une vraie mixité sociale, une vraie égalité des chances pour chaque jeune. Les quotas, ils entraînent quand même un premier pas à cette égalité, parce qu'aujourd'hui, on a des jeunes qui viennent de l'Île-de-France, qui viennent de l'Académie de Créteil ou de Versailles, qui ont pu accéder à des formations sélectives ou en tension à Paris, parce que ces quotas ont été mis en place, donc ces quotas de mobilité. On a également des quotas sociaux, notamment sur les étudiants boursiers. On a aujourd'hui plus 21% d'étudiants boursiers dans les classes préparatoires. On sait que malheureusement, des étudiants boursiers viennent de familles qui sont peu aisées, dans des milieux sociaux peu aisés. Aujourd'hui, on a eu ces quotas de boursiers dans les filières sélectives, chose qui n'existait pas avant. Pour moi, ce n'est pas un objectif en soi, il faut que ça soit un outil à l'égalité des chances, et ça je suis d'accord, mais pour ça, c'est pas que sur le supérieur qu'il faut faire un travail, c'est sur le travail de l'éducation nationale, c'est sur l'accompagnement des jeunes dès les plus jeunes âges. Oui, c'est surtout. Bien sûr, et là-dessus on vous rejoint. Il y a déjà eu des premières étapes qui ont été franchies avec les quotas qui ont été mis en place. Je vous entends, mais moi sur les quotas, on ne demande pas l'aumône en Seine-Saint-Denis. On ne demande pas qu'on nous donne plus. On croit que l'État donne de l'argent public abondamment, notamment sur la question éducative. Ce n'est pas vrai. C'est que nous sommes moins bien dotés qu'ailleurs. Ce que nous demandons, c'est l'égalité. Vous allez voir, si vous nous donnez les mêmes moyens que partout en France, mais on va aussi avoir... On a des jeunes qui peuvent finir ingénieurs, prix Nobel, etc. On est fiers d'avoir Kylian Mbappé. Mais on a plein de talents qui peuvent s'exprimer partout. Il faut seulement qu'on nous donne les moyens de pouvoir l'exprimer et pas nous barrer la route. Justement, en termes de lacunes de ce système, justement, cette question du déterminisme social qui finalement se répercute au fil des ans. Là, on a évidemment
un élu sénateur de Seine-Saint-Denis qui qui non seulement fait très bien son travail, mais en plus a ses convictions, les défend et saisit de l'intérêt des gens de Seine-Saint-Denis. Mais le plus gros problème que l'on a en France aujourd'hui, c'est l'avenir des bacs professionnels, qui souhaitent pour maintenant quasiment la moitié d'entre eux poursuivre dans le supérieur, alors même que la formation au lycée qu'ils ont suivie n'a pas été conçue pour suivre dans le supérieur. Ils ont le droit de poursuivre. Qu'est-ce qu'on fait pour eux? Il y a un peu plus de quotas en BTS. Ils y rentrent un peu plus, ça ne suffit pas. Il faudra inventer demain des formations professionnelles qui les accompagnent dans une voie de réussite pour qu'ils aient un diplôme du supérieur et un métier au bout. Et donc ça reste un petit impensé dans ce pays et il y a beaucoup de choses à faire. Oui, ce sont les oubliés de cette réforme, justement, les bacheliers professionnels, Jean-Raymond Hugonet. Absolument, ça rejoint un petit peu ce que dit notre collègue Fabien Gay d'ailleurs, parce que c'est un vrai sujet. Quand je disais tout à l'heure, il n'y a qu'à laisser parler des professionnels, ça c'est du vécu. Ce qu'on nous explique là, si vous voulez, c'est pas quelqu'un qui va... Voilà, c'est ce que l'on vit sur le terrain. Je crois que dans ce que nous dit Fabien Gay, il y a aussi ce problème, parce que je ne voudrais pas qu'on en fasse uniquement un cas, même si je suis de la région Île-de-France, sur le problème du rééquilibrage à l'Est de la région parisienne. Voilà, et l'éducation ne subit exactement le même sujet plutôt qu'à l'ouest de cette région parisienne. Qu'en est-il dans des départements français qui ont également, la Seine-Saint-Denis n'est pas unique, même si c'est un très beau département, mais qui ont aussi des difficultés avec les phénomènes d'urbanisation. Et voilà, ça, je pense que la période qui s'ouvre là, qui va être d'analyse de Parcoursup, pour que cette année 2018-2019 prépare une rentrée 2019 qui va être là, qui va rentrer dans le détail et au moins nous permettre d'éviter les écueils que l'on a rassemblés. C'est ça qui va être intéressant, mais il faut vraiment que ça soit fait, je le redis, de façon, et je partage les amis, de façon ouverte. Et je le dis de façon très équilibrée, mais il faut le faire partager et qu'on arrive, on ne sera jamais tous d'accord, mais qu'on arrive quand même à un consensus sur le fait qu'au final, Parcoursup est supérieur à APB. Oui. Orlane François, la ministre promet des ajustements. Que doit-elle faire en priorité selon vous ? Je pense que le travail sur les ajustements, on pourra le voir dans les mois qui arrivent. Moi, je pense que le combat urgent, maintenant, il va se faire sur le budget qui va arriver pour l'année prochaine, le projet de loi de finances 2019. Aujourd'hui, on le voit, beaucoup de jeunes sont encore sur le carreau. Des jeunes n'ont pas eu accès à la formation de leur choix parce que pas assez de place dans les universités, parce que pas assez de financement au niveau de l'ensemble des territoires. Ça, c'est un vrai problème. Donc maintenant, c'est maintenant qu'il faut y aller. C'est maintenant qu'il faut qu'on aille financer l'AFA. Je demande depuis longtemps 1 milliard d'euros par an en plus sur le budget d'enseignement supérieur. C'est maintenant qu'il faut y aller. Aujourd'hui, quand on nous parle de mixité sociale, etc., moi, je suis d'accord. L'éducation nationale et l'école doivent être les piliers et les créateurs de la mixité sociale. Il faut aujourd'hui qu'on mette le pied à l'étrier pour aller les financer plus que ce qui ne sont financés aujourd'hui. Et là, ce sera un vrai combat qu'on va pouvoir mener, je pense, tous ensemble. Ouais, François Géraminet, au-delà de la question des bacheliers professionnels, comment réajuster, améliorer le dispositif selon vous ? Là, sur le budget, il y a de quoi financer la pérennisation des premières mesures que nous avons prises dans les établissements, soit pour des dispositifs d'accompagnement, soit, comme à l'université de Cergy-Pontoise, pour quelques filières pour les bacs professionnels, comme on en discutait tout à l'heure. Mais ce ne sont que les premières mesures de cette loi pour la réussite des étudiants, qui doit être un mouvement d'amplification de l'accompagnement des étudiants sur plusieurs années. Et là, on attend un peu la suite des crédits et l'éventuel financement de places supplémentaires pour l'année prochaine. La question budgétaire sera essentielle. Fabien Gay, ça sera le mot de la fin. Eh bien, évidemment. Moi, je partage sur les bacs professionnels et technologiques, qui sont les oubliés. Et là aussi, il faut que nous soyons extrêmement transparents. Ben oui, après, il y a le vote de budget, parce que chacun peut verser après des larmes de crocodile, mais à un moment donné, on est dans l'hémicycle et on vote. Et donc là, on verra qui va donner les moyens à l'éducation de pouvoir exister. Parce que, je rappelle, c'est quoi l'éducation ? C'est permettre à chacun de pouvoir s'élever, mais aussi de préparer son avenir et de choisir. Et donc, ça, nous militons pas pour Parcoursup. Nous demandons des moyens, on dit 5 milliards en 5 ans, donner les moyens à chacune et chacun de pouvoir réaliser ses rêves et le parcours qu'il souhaite. Ça coûte 5 milliards. Est-ce que nous sommes prêts, collectivement, en ayant un débat assez sérieux ? Évidemment, ça demande que nous faisions des choix ailleurs, ou peut-être sur les recettes, peut-être du côté de l'exif fiscal qui coûte 80 milliards par an.
est-ce que nous sommes prêts à aller les chercher pour notre jeunesse? Ça sera effectivement le prochain enjeu lors de l'examen du budget. Jean-Raymond Hugonet, merci à vous. C'est la fin de ce débat. Merci à vous François Germinet, merci Orlane François, merci à vous Fabien Gay. Comme tous les lundis, c'est l'heure de sénateurs à domicile. Alors aujourd'hui, nous allons dans le Cantal, c'est la terre d'élection du centriste Bernard Delcros. Le parlementaire se bat pour rendre son territoire attractif et les résultats, vous allez voir comment ça se fait sentir. Après des années d'exode rural, des jeunes reviennent s'installer en Auvergne. C'est un reportage de Samia Dechir. Bonjour Julien. Ça va? Ça va, oui, ça va, ça va. C'est l'heure de la traite? Ben oui, c'est parti. À 16h, les 100 vaches laitières de cette exploitation vont donner 800 litres de lait. Les vaches rentrent toutes seules ou c'est vous qui les amenez? Donc elles rentrent toutes seules théoriquement, donc ça permet qu'on gagne beaucoup de temps bien sûr, pour enchaîner sur la fabrication derrière. Toute la production est transformée sur place en beurre ou en fromage. Donc là on arrive dans la fromagerie. Voilà, donc on vient. Donc en gros c'est 1 heure de traite. Voilà. Et aussitôt après on passe à la fabrication du fromage. C'est ça. Julien Merle a rejoint l'exploitation familiale il y a 6 mois. Agronome de formation, il travaillait auparavant à Rennes comme conseiller agroéconomique. Mais à 26 ans, il a choisi de revenir dans le Cantal. Ici, on a pu accéder avec ma compagne à la propriété, donc chose qu'on n'aurait pas pu se permettre dans une zone périurbaine où les prix de l'immobilier est un peu plus élevé. Donc voilà, c'est pour la qualité de vie. Aujourd'hui, je suis à 1 minute de mon travail. Revenir là où il a grandi, c'est aussi un choix pour Julien, celui de faire vivre un territoire. Le Cantal, où Bernard Delcros a été élu sénateur en 2015, a perdu 150 000 habitants au siècle dernier, poussé par l'exode rural. En matière de démographie, passer en dessous d'un certain seuil, les choses deviennent irréversibles parce qu'à ce moment, en même temps qu'on perd des habitants, on perd du service. Et si vous perdez du service, vous perdez encore plus d'habitants. Donc c'est une sorte de cercle vicieux. Donc il y a un enjeu capital pour le Cantal qui est de stabiliser la population, le niveau de population, et de gagner le pari de la reconquête démographique. Donc c'est un enjeu majeur. Mais les jeunes qui reviennent ne le font pas à n'importe quel prix. Ils veulent changer de modèle agricole. Ici, le beurre, le salaire ou le Cantal transformés sur place sont commercialisés en vente directe. 14,75 s'il te plaît. Un modèle plus rémunérateur qui fait vivre 6 personnes et permet à chacun d'avoir des week-ends et des vacances. Ça n'aurait pas été possible pour moi d'avoir le rythme 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, pas de vacances dans l'année. Parce que déjà, il faut avoir aussi une vie de famille, il faut avoir des loisirs à côté, il faut pouvoir aller voir ses amis. Comme Julien, de plus en plus de jeunes reviennent vivre en zone rurale. Il y a 11 ans, Fabien Versange a fait le même choix. Il avait 25 ans et a quitté son travail à Toulouse pour revenir créer une entreprise dans le sud du Cantal. Bonjour. Bonjour. Bonjour Fabien, ça va? Voilà d'excellentes conditions pour débuter votre journée. Ah oui. Avec les croissants, un paysage magnifique. Implanté dans le petit village de Yolé, dans un ancien presbytère, son entreprise emploie aujourd'hui 6 personnes. Site W, c'est un service en ligne qui permet à tous de créer soi-même son site internet sans connaissance technique. Un service qu'il commercialise jusqu'au Mexique. Pour lui, le numérique est une chance pour un département enclavé comme le Cantal. Qu'on soit dans le Cantal ou dans une grande ville, on peut vendre dans le monde entier. Il suffit d'une connexion internet et on peut s'adresser à n'importe qui sur la planète. On peut proposer son service. Et pour l'utilisateur qui est derrière, il n'a aucune idée si on est dans une tour à la Défense ou si finalement on est dans un ancien presbytère devant une vallée verdoyante. Encore faut-il avoir accès au numérique. Ici, la connexion Internet est plutôt bonne, mais le Cantal compte encore plusieurs zones mal couvertes. Quand il y a des progrès technologiques, et ils sont permanents les progrès technologiques, ils ouvrent de nouvelles possibilités. Et ces possibilités sont d'abord offertes en milieu urbain, parce qu'il y a beaucoup de population, parce que c'est rentable et parce que les opérateurs investissent d'eux-mêmes, et sont installés en milieu rural avec du retard, parfois avec 10 ans de retard. Donc il faut vraiment, et c'est le rôle de l'État, de veiller à ce qu'on puisse avancer au même rythme sur les possibilités offertes par les progrès technologiques. Pour Bernard Delcros, il est urgent que l'État impose aux opérateurs une couverture équitable de tout le territoire français, condition indispensable pour faire revenir les jeunes en zone rurale, où le cadre de vie, certes agréable, ne peut être l'unique atout d'un territoire.
Et Bernard Delcros nous a rejoint sur ce plateau. Bonjour, merci d'être avec nous. Quelles sont les clés de la réussite selon vous pour encourager, inciter les jeunes à venir travailler, mais aussi à venir vivre dans un département rural comme le Cantal? Bonjour. La ruralité aujourd'hui devient attractive. On a connu tout le XXe siècle un mouvement de population du milieu rural vers le milieu urbain. La France s'est urbanisée, en même temps qu'elle s'industrialisait. Aujourd'hui, il y a un mouvement inverse qui s'amorce. On le voit à travers ce reportage, des jeunes qui ont, pour ces 2 cas, fait des études, sont partis à l'extérieur, ont voyagé, parfois à l'étranger, ont eu des expériences professionnelles et reviennent aujourd'hui dans le département. Pour cela, il faut qu'on change de logiciel, si je peux dire. Vous savez, il y a 2 façons de voir la ruralité. Où on considère que la ruralité, c'est un territoire à problème, à difficulté, et qu'il faut l'assister. C'est la première façon de la voir. Malheureusement, trop souvent, elle est considérée comme ça, et on vise simplement à rattraper des retards. Ou bien on considère que la ruralité, au contraire, c'est un territoire d'avenir, qu'elle a des atouts, que ça peut être une chance, non seulement pour elle, mais une chance pour la société, et qu'elle peut contribuer à répondre à ces enjeux émergents du début du XXIe siècle. Et si c'est le cas, eh bien nous devons changer le logiciel, changer le regard, changer la méthode, changer la politique qui est menée aujourd'hui comme hier. La question n'est pas une question de gouvernement, c'est une question globale d'approche et de regard porté sur l'avenir de la ruralité. 2 exemples d'installation de jeunes, 2 exemples assez différents. Est-ce qu'il y a un dispositif de soutien financier aussi pour inciter les jeunes à venir? Bien sûr, je vais prendre deux exemples. L'exemple du jeune agriculteur Julien qui est revenu s'installer dans un cadre familial en GAEC sur un modèle agricole nouveau, où on passe d'une agriculture où on veut produire toujours plus dans des productions banalisées. Eux, ils ont changé de modèle avec un modèle qui vise la qualité, la transformation sur place, donc la valeur ajoutée, la création de richesses, la création d'emplois. Et tout cela dans un cadre global de meilleure qualité de vie pour eux, de meilleures conditions de travail et aussi de bien-être animal. Donc c'est un nouveau modèle agricole qu'ils ont développé, qui aujourd'hui fait référence, et c'est ce modèle-là qu'il faut qu'on développe dans des territoires comme le département du Cantal. Et puis le deuxième exemple. Il y a un effet d'entraînement aussi, Bernard Delcros. Bien sûr, moi je crois beaucoup à la force de l'exemple. Et quand on a des jeunes qui se lancent, qui réussissent sur des modèles nouveaux, qui sont ceux du XXIe siècle, eh bien je suis sûr, je suis convaincu que ces modèles-là, eh bien ils font référence et ils entraîneront d'autres initiatives. C'est comme ça qu'on crée des dynamiques locales. Et puis le deuxième exemple, et ça me ramènera au sujet, il faut changer vraiment de politique. Le deuxième exemple, il est extrêmement intéressant. Voilà un jeune originaire du Cantal qui, comme lui également, est parti à l'extérieur et qui est revenu pour créer une start-up, c'est-à-dire une entreprise fondée sur le numérique. Il a créé son entreprise il y a 9 ans, 2 emplois, aujourd'hui 6 emplois, 25% de son activité à l'international. Dans un petit village de 300 habitants, on a un bon exemple là de ce qui est possible de faire, à condition que les infrastructures numériques soient au rendez-vous. Et donc, avec cette couverture 4G, parce que ça ne va pas de soi, Bernard Delcros, dans le Cantal. Pas du tout, et comme ailleurs. Et c'est ça, quand je dis qu'il faut changer de politique, changer de façon de faire, c'est exactement ça. Prenons un exemple concret. Que s'est-il passé avec le numérique et la téléphonie mobile? Ce sont des progrès technologiques. Les progrès technologiques, ils offrent des possibilités nouvelles de création d'emplois, de création de services. Et que s'est-il passé si on jette un coup d'œil sur les 15 dernières années? Évidemment, les opérateurs sont allés installer les infrastructures qui offrent ces possibilités nouvelles en milieu urbain. Pourquoi? Parce qu'il y a une forte concentration de population dans des rayons géographiques qui sont faibles. Comment on les convainc justement de revenir? Donc c'est économiquement viable, et je vais dire c'est rentable. Et ils ne sont pas venus dans le milieu rural. Et donc on prend du retard. Et chaque fois, les gouvernements, à travers des plans, et je salue vraiment le plan de Julien de Normandie qui va franchir un pas important, mais chaque fois, les gouvernements, quels qu'ils soient, ont eu pour objectif de rattraper un retard. Donc, il faut inverser cela. Il faut se dire que chaque progrès technologique, les possibilités offertes par les progrès technologiques, ils sont permanents, ils ne sont pas derrière nous. Chaque jour, il y a des progrès technologiques. Les progrès, les possibilités offertes par les progrès technologiques doivent avancer au même rythme en milieu urbain et en milieu rural. Et ça, c'est le rôle de l'État d'y veiller en contraignant les opérateurs, en y mettant les moyens nécessaires. On ne peut pas, il faut sortir de la logique
où on comble des retards, on rattrape des retards. Parce que quand on a rattrapé un retard, il y en a un nouveau qui se crée. Donc, avançons au même rythme et que l'État joue son rôle de régulateur. Donc le plan de Julien de Normandie, franchement, va nous permettre de rattraper ce retard, mais sur la couverture à partir de là, et sur la téléphonie mobile, c'est très important, mais à partir de là, il faut vraiment avancer au même rythme. Et c'est comme ça qu'on redonnera sa chance à la ruralité. Eh bien, merci beaucoup Bernard Delcros d'avoir été notre invité. Vous le savez peut-être, Charles Aznavour nous a quittés. C'était un artiste immense. Il s'est éteint à l'âge de 94 ans. On va justement l'écouter avant de clore cette édition. Hier encore, j'avais 20 ans, je caressais le temps et jouais de la vie comme on joue de l'amour, et je vivais la nuit sans compter sur mes jours qui fuyaient dans le temps. J'ai fait tant de projets qui sont restés en l'air, j'ai fondé tant d'espoirs qui se sont envolés, que je reste perdu, ne sachant où aller, les yeux cherchant le ciel, mais le cœur mis en terre.